il y a aussi, comment dirais-je, la pluralité de ces, n'est-ce pas, de ces systèmes, qui font que chaque système, n'est-ce pas, se proclame l'intégralité de la philosophie, n'est-ce pas. Je ne t'enseigne rien, quelqu'un comme Georges Christophe, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que tous les systèmes voudraient, n'est-ce pas, en tout cas, comment dire, se proclamer de l'intégralité de la système, l'intégralité de la, comment dire, de la philosophie, et pourtant aucun, n'est-ce pas, des systèmes n'a pu mettre fin à la philosophie. Pour nous faire comprendre que malgré, n'est-ce pas, les différents systèmes, il n'y a aucun système qui a pu arriver, n'est-ce pas, à, comment dire, définir la philosophie dans sa globalité. Voilà. Mais aussi, permettez-moi, si tu me le permets, je voudrais ouvrir une petite brèche. Si on a une impossibilité d'assigner à la philosophie une discipline, peut-être on pourra quand même, comment dire, chercher une petite, n'est-ce pas, brèche qui nous permettrait de savoir ce qui pourrait bien être, n'est-ce pas, la philosophie. Et pour le faire, je pense à quelqu'un comme Pythagore de Samos, qui, face au roi de la Philionte Léon, qui lui demande: mais Pythagore, de quel art te proclames-tu? Pythagore s'empressait de répondre: mon cher Léon, je ne me proclame d'aucun art, mais philosophos, c'est-à-dire un amoureux de la sagesse. Et vous êtes d'accord avec moi que l'amour est symptomatique d'un manque, que l'amour est symptomatique d'un vide. Et si l'amour est symptomatique d'un manque et d'un vide, c'est que la philosophie n'est pas une protection du savoir, ni moins, n'est-ce pas, une protection de la sagesse. Et si la philosophie n'est pas une protection du savoir dans sa globalité, et moins la protection de la sagesse, c'est que la philosophie peut être définie comme comme un exercice de la raison. Ok, très bien. Comme vous l'avez dit, la philosophie peut être définie comme un exercice de la raison. Donc, à ces mots, je peux dire que c'est une activité de réflexion, une activité, une recherche perpétuelle du savoir. Donc, si aujourd'hui on a tendance à définir la philosophie ou bien à considérer les philosophes comme des personnes qui ne s'occupent que le monde intelligible et qui ne s'occupent pas du monde sensible. Donc, de ce fait, comment peut être définie la philosophie? Oui, vous savez, certains philosophes. Vous savez, j'ai dit à mon entame que la philosophie aussi peut être, la philosophie a pour objet d'étude d'abord, n'est-ce pas, la totalité du savoir dans la mesure du possible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les philosophes s'occupent de tout. Voilà. Bien vrai que dans la réflexion métaphysique, le philosophe semble quelquefois, n'est-ce pas, comment dire, se détacher de la vie sociale. Et je pense à quelqu'un comme Thalès, qui, en regardant les étoiles, n'est-ce pas, tomba dans un puits. Voilà. C'est-à-dire, les réflexions métaphysiques font que la philosophie, comment dire, le philosophe, quelquefois aussi, il oublie les tâches, n'est-ce pas, quotidiennes. Mais il n'en demeure pas moins que le philosophe aussi s'occupe de la condition humaine. Et pour, en tout cas, l'illustrer, je pense à quelqu'un comme, comment dire, Ebegno Moyel, qui nous disait que la philosophie n'est pas et ne saurait être cette spéculation brimeuse, détachée de la vie et de la réalité des hommes. Pour nous faire comprendre que malgré la métaphysique, n'est-ce pas, qui fait que quelquefois le philosophe oublie, n'est-ce pas, les tâches quotidiennes, il n'en demeure pas moins aussi que, n'est-ce pas, le philosophe, lui, n'est-ce pas, s'intéresse aussi, n'est-ce pas, aux activités sociales. Et pour l'illustrer, je pourrais citer quelqu'un comme, comment dire, Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, qui nous a donné, en tout cas, comment dire, le contrat social, qui n'est rien d'autre, n'est-ce pas, une théorie philosophique de comment gérer la cité. Ok, très bien, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, il y a des sujets qu'on donne aux élèves et qui vont parler du domaine 1 de la philosophie. Je parle de l'origine de la philosophie ou bien comment se définir la philosophie. Donc, si aujourd'hui on est en face d'un sujet qui nous dit que la philosophie nous détache-t-elle du monde sensible, nous détache-t-elle du monde sensible avec le point d'interrogation au final. Donc, comment on peut aborder ce sujet? Voilà, d'abord, la philosophie nous détache-t-elle du monde sensible? Il faut que l'élève d'abord supprime l'interrogation. Et qu'est-ce qui reste? C'est que la philosophie nous détache du monde sensible. Et l'élève aussi va argumenter, n'est-ce pas, par rapport à la première partie, pour montrer que par rapport à la réflexion métaphysique, comment dirais-je, la philosophie nous détache du monde sensible. J'ai donné un exemple tout à l'heure, n'est-ce pas, concernant, n'est-ce pas, Thalès de Milet, n'est-ce pas. Donc l'élève, dans la première partie, il développe par rapport, n'est-ce pas, à la réflexion métaphysique, que oui,
c'est vrai, c'est que la philosophie, quelquefois aussi, elle nous détache, n'est-ce pas, de la vie, quotidienne. Mais par ailleurs, malgré cette réflexion métaphysique aussi, la philosophie aussi s'intéresse à la condition humaine. Et là, j'ai cité quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau qui nous a donné le contrat social. Là aussi, l'élève peut montrer aussi que les philosophes aussi font des réflexions pour organiser, n'est-ce pas, la vie sociale. Et pour toujours l'illustrer, je pourrais citer aussi le stoïcisme, qui n'est rien d'autre qu'un mouvement philosophique qui réfléchit aussi, n'est-ce pas, de comment orienter la vie de l'homme sur Terre. Okay. Très bien, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc ça peut être un sujet qui a une thèse et une antithèse. Donc la première thèse va expliquer comment la philosophie nous détache du monde sensible, donc en montrant des exemples par rapport au télès ou bien du métaphysique. Et en deuxième partie, on peut avoir la philosophie ne nous détache pas du monde sensible. Et on a une parfaite illustration de Jean-Jacques Rousseau de son livre du contrat social. Donc de ce fait, donc si philosophie, il y a une pluralité de définitions de la philosophie. Je peux dire que est l'origine, ou bien comment est née la philosophie et pourquoi elle est venue? Oui, vous savez, la philosophie a deux origines. La première, c'est que c'est l'origine historique et l'origine causale. Mais je ne vais pas revenir sur l'origine historique, c'est parce que cette origine tient beaucoup de l'histoire que de la philosophie elle-même. Oui. Voilà, donc nous allons étudier directement l'origine, causale. C'est-à-dire comment la philosophie est entrée dans la conscience humaine. La philosophie est venue, ou bien elle est entrée dans la conscience humaine par un élément qu'on appelle l'étonnement. C'est l'étonnement qui a poussé les hommes, n'est-ce pas, dans la pratique philosophique. Pourquoi? C'est parce que les hommes se sont étonnés de la grandeur de la création, se sont étonnés de la beauté de l'univers, n'est-ce pas? C'est pour cette raison ils se sont donné des questions pour venir maintenant dans l'activité philosophique. Et pour l'illustrer, je m'excuse, étonnement est différent du doute ou bien? Oui, l'étonnement et doute se ressemblent un peu, mais il y a une petite nuance. C'est que l'étonnement, c'est le besoin de comprendre en raison, tandis que le doute, c'est la continuité de l'étonnement en philosophie. Et pour l'illustrer, Descartes nous dira, il me faudrait entreprendre sérieusement une fois en ma vie de me défaire de toutes les connaissances que j'avais jusqu'alors à ma créance si je voulais une chose certaine et constante dans les sciences. Donc le philosophe s'étonne, n'est-ce pas, pour essayer de comprendre les choses. Maintenant, pour comprendre les choses, le philosophe passe par le doute. Douter, c'est-à-dire dire non, pour maintenant essayer de chercher une autre solution dans sa pensée. Voilà, n'est-ce pas, le rapport qui existe entre le doute et l'étonnement. Très bien, donc de ce fait, on peut dire que le philosophe, ou bien la philosophie, tente d'expliquer la vérité, ou bien tente d'expliquer qu'est-ce que la nature, le pourquoi des choses, je veux dire. Donc si aujourd'hui on est dans un monde où il y a la science qui domine le monde, et à côté aussi il y a la philosophie qui ne fait que des questionnements sur les choses. Donc est-ce qu'il n'y aura pas d'inutilité? Est-ce que la philosophie devient utile de ce fait? Oui, vous savez, bon, si vous voulez, je voudrais en tout cas parler d'abord sur le rapport qui existe entre la philosophie et la science, après venir sur cette question-là. Vous savez, la philosophie, elle est née au VIe siècle avec la science. Parce qu'à cette époque-là, le philosophe était celui qui était un scientifique, mais en même temps un philosophe, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à partir du XVIIIe siècle que, l'introduction de la démarche expérimentale par le philosophe Bacon a, révolutionné la science. Au point que l'astronomie prend son autonomie avec la science, avec Johann Kepler. La physique aussi avec Galilée. Bien entendu, la biologie au XVIIIe siècle avec Claude Bernard et Charles Darwin. Et enfin au XXe siècle avec la naissance de l'histoire avec Karl Marx, de la sociologie avec Émile Durkheim et de la psychanalyse avec le grand Sigmund Freud. Voilà donc ce qui a séparé la philosophie et la science. Mais au commencement, la philosophie et la science étaient deux disciplines confondues. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la philosophie et la science n'ont pas les mêmes objets d'étude. C'est que la science se préoccupe
du monde physique, tandis que la philosophie s'occupe de la totalité du savoir, comme dira, n'est-ce pas, Aristote. Voilà. Donc pour venir sur ton sujet, disant que si aujourd'hui nous sommes dans un monde dominé par la science, la philosophie serait-elle utile? Pour que l'élève étudie ce sujet-là, il doit aussi enlever l'interrogation pour avoir d'abord la thèse. C'est vrai, c'est que la philosophie, dans un monde dominé par la science, la philosophie est inutile. La thèse. Donc l'élève montre les grands exploits qui découlent, qui découlent de la technique qui émane de la science. Donc il faut préciser aussi que la science n'a rien créé, que la science n'a rien produit. Ce sont les techniques qui émanent de la science, n'est-ce pas, qui créent, qui inventent des choses pour agrémenter la vie de l'homme sur Terre. Il faut faire aussi cette distinction. Comme la technique ou bien? La technique, oui. C'est la technique qui découle de la science, n'est-ce pas, qui agrémente la vie de l'homme sur Terre. La science est comme la philosophie. Elle est un ensemble de connaissances théoriques. Et ce sont ces connaissances théoriques-là qu'on applique à la vie pour qu'on puisse parler de la technique. De la technique qui est aussi différente de la science. Et donc, pour continuer toujours, l'élève doit d'abord étudier que, oui, c'est vrai, c'est que dans un monde dominé par, n'est-ce pas, les exploits de la technique, la philosophie semble être inutile. Voilà, dans la mesure où la science nous permet de construire des ponts, voilà, la science nous permet de nous soigner quand on est malade. Bref, la science agrémente la vie de l'homme sur Terre. Mais par ailleurs, même si la philosophie ne nous donne pas, n'est-ce pas, des satisfactions matérielles, elle a aussi une utilité dans la mesure où elle nous permet de comprendre le monde intelligible. Et là, l'élève pourra aussi développer, en tout cas, ses arguments sur la réflexion métaphysique. Il y a un penseur du nom de, Edmund Husserl. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans notre détresse de vie, les sciences qui n'étudient qu'au fait, n'est-ce pas, n'ont rien à nous dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que dans la détresse de notre époque, dominée par des mœurs, la science, ou bien la technique qui émane de la science, n'a rien à nous dire. Pour nous faire comprendre qu'il y a des questions, seule la philosophie peut en tout cas y répondre. Très bien, vous avez très bien répondu par rapport à la philosophie et la science. Donc vous avez dit qu'au commencement, la philosophie et la science n'étaient qu'un. Du fait de sa théorie, la philosophie est la totalité du savoir. Donc il y a tout dedans entre la philosophie. Donc de ce fait, je voudrais poser une question, à savoir que la philosophie, avant même de venir sur la science, la philosophie est le sens commun. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas où le philosophe est différent du sens commun. Donc quelle est cette différence? Oui, je vais entamer cette question par cette citation d'un grand philosophe, j'ai oublié le nom. Il nous dira, Martiens-toi, la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre à l'héritage culturel et philosophique à une critique sans complaisance. C'est que le sens commun, ce sont des connaissances qui ont grandi en lui sans le consentement ni la coopération de la raison, n'est-ce pas? Or que la philosophie est une discipline critique, rationnelle et questionnement sans cesse. Voilà ce qui fait que la connaissance de la philosophie ne peut pas être confondue de la connaissance de l'homme du sens commun. Parce que l'homme du sens commun ne critique pas. L'homme du sens commun, il croit tout ce qu'on lui dit sans pour autant, en tout cas, le vérifier au sein de la raison. C'est la raison pour laquelle Platon, pour définir la connaissance de l'homme du sens, il le définissait comme étant, n'est-ce pas, la doxa, c'est-à-dire la pensée populaire, c'est-à-dire la connaissance de la foule, la connaissance de on a dit, la connaissance de voilà, je l'ai entendu, n'est-ce pas, la connaissance de je ne l'ai pas vérifié. Voilà. Or, que le philosophe, c'est quelqu'un qui vérifie, qui critique, n'est-ce pas, qui en tout cas qui fait des réflexions profondes avant, n'est-ce pas, d'accepter, n'est-ce pas, une vérité.
Ok. Donc, de ce fait que donc, il n'y a pas seulement la philosophie qui était la matière qui tentait d'expliquer la nature ou bien qui tentait d'expliquer le fait des choses de la nature. Donc, il y avait avant la philosophie, les mythes et la religion. Donc, quelles sont les relations entre le philosophe et ceux qui croient, mais ça veut dire que ceux qui croient aux mythes et à la religion? Oui, vous savez, le mythe est une explication du monde basée en imagination. Okay. Voilà, parce que les Grecs, pour expliquer le monde, ils faisaient recours à des dieux, c'est-à-dire à des êtres surnaturels. Par exemple, quand il pleuvait, les Grecs disaient que c'est le dieu Zeus qui pissait. Quand il y avait des dérèglements de la nature, ils disaient que c'est le dieu Éolol qui était en colère. Or, je t'ai dit tout à l'heure que la philosophie et la science étaient confondues pendant cette époque-là. Raison pour laquelle les scientifiques qui étaient des philosophes ont fait une rupture par rapport au mythe. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient expliquer les choses de façon rationnelle. Raison pour laquelle on dit que la philosophie est née du mythe, mais contre le mythe. Est née du mythe, pourquoi? C'est en critiquant le mythe que la philosophie est née. Mais elle est contre le mythe, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes procédés. Le mythe fait recours à des dieux ou bien à des êtres surnaturels, or que la philosophie fait recours à la raison. D'accord? C'est ce qui fait la différence entre le mythe et la philosophie. Oui. La science est un bien de la religion, oui. La science peut être définie comme un bien commun qui lie l'individu avec la divinité. Okay. N'est-ce pas? Mais la religion aussi fait recours à des êtres, si tu veux, à des super êtres qui n'ont pas des êtres, n'est-ce pas, du commun des mortels, qu'on peut, n'est-ce pas, appeler des prophètes. Voilà. Pour ainsi dire que la vérité n'est pas accessible à la raison humaine. Donc Dieu envoie des prophètes à qui il donne son message pour que ce message-là, n'est-ce pas, soit soit en tout cas transféré ou bien en tout cas soit dicté ou bien soit, n'est-ce pas, enseigné, n'est-ce pas, à ses fidèles. Alors, le philosophe prouve cela inadmissible, car la raison humaine, elle est infinie, n'est-ce pas? Comme dira toujours, n'est-ce pas, Martin Toit, l'idée d'une vérité inadmissible, l'idée d'une vérité au-delà de la raison est inadmissible par la philosophie. Pourquoi? C'est parce que la philosophie, elle est basée sur le principe selon laquelle que la raison humaine n'est pas bornée, la raison humaine, elle est infinie, donc on n'a pas besoin, n'est-ce pas, des prophètes pour comprendre la réalité des choses. Voilà. Donc la philosophie et la science, la philosophie et, n'est-ce pas, la religion se distinguent, n'est-ce pas, sur leur procès. Mais ils se rapprochent un peu dans la mesure où la religion tente de discipliner l'âme humaine qui, hantée par la question de qui a créé le monde, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que le destin. La religion essaye en tout cas, tente tant soit peu de répondre à ces questions, comme la philosophie aussi tente, n'est-ce pas, tant soit peu de répondre, n'est-ce pas, à ces questions. C'est à ce point, n'est-ce pas, de discipliner, n'est-ce pas, l'esprit humain que la philosophie et la religion, n'est-ce pas, se confondent un peu. Okay. Très bien, puisque nous avons un peu de temps d'expliquer qu'est-ce que c'est la philosophie par rapport au domaine, donc on va venir par rapport à l'État. Donc si on parle de l'État philosophiquement, qu'est-ce que c'est l'État? Oui, vous savez, l'État, on peut dire que l'État est un pouvoir, n'est-ce pas, un pouvoir qui est institutionnalisé. Pourquoi un pouvoir? C'est parce qu'il faut retourner un peu à l'état de nature. Très bien. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que l'état de nature? C'est que l'état de nature est un postulat. Un postulat, c'est-à-dire un mécanisme que les philosophes ont posé pour comprendre le passage de l'homme à l'état de nature et à la vie sociale. Mais Jean-Jacques Rousseau nous interpelle en ces termes. Ô homme, de quelque contrée que tu sois, voici ton histoire, telle que j'ai cru la lire dans le livre de la nature et non pas dans le livre de tes semblables qui sont menteurs. Et tout ce qui sera d'elle sera vrai, et il n'y aura de faux que ce que j'aurais ajouté moi-même sans la vouloir. Jean-Jacques Rousseau nous fait comprendre que tous les théoriciens qui ont théorisé l'état de nature ont commis en tout cas des erreurs. Dans la mesure où ils n'ont pas défini l'état de nature selon la nature, mais ils l'ont défini selon en tout cas leur propre intuition. Or, Jean-Jacques Rousseau nous fait comprendre que à l'état de nature, l'homme était bon. On peut dire que l'homme vivait dans un paradis.
Donc si l'homme vivait dans un paradis, l'homme ne peut pas être, n'est-ce pas, un ennemi pour son procès, comme le, n'est-ce pas, prétend Thomas Hobbes. Raison pour laquelle, donc, Jean-Jacques Rousseau nous dit, ce n'est pas la haine, n'est-ce pas, ni l'insécurité qui a poussé les hommes, n'est-ce pas, à vouloir vivre en communauté, c'est-à-dire vivre, n'est-ce pas, dans la société, mais c'est la solitude. C'est la solitude qui a fait que les hommes se sont constitués pour vivre, n'est-ce pas, en communauté. Mais vivre en communauté dans laquelle tout un chacun pourra vivre, n'est-ce pas, et s'épanouir de façon confortable. C'est ce qui a amené maintenant l'État, qui va mettre la justice, qui va, n'est-ce pas, organiser les choses pour que cette vie sociale puisse être une réalité. Et selon Thomas Hobbes? Oui, pour Thomas Hobbes, c'est donc l'insécurité qui a poussé les hommes à vivre en commun, en société. En société. Pourquoi il le dit? C'est parce qu'il dit qu'à l'état de nature, l'homme était un ennemi pour son prochain. Tu connais son fameux, n'est-ce pas, comment dirais-je, formule, l'ennemi de tous contre tous. Alors, pour que maintenant règne la paix, n'est-ce pas, pour que maintenant les hommes s'épanouissent dans un territoire bien ordonné, il faudrait que les hommes s'organisent pour vivre n'est-ce pas, en communauté, pour vivre, n'est-ce pas, dans la vie sociale. Et pour ce faire, il faudrait que l'on crée ce qu'on appelle le mécanisme de l'État, qui va être une force maintenant, le pouvoir, qui régularise, n'est-ce pas, le lien de l'homme et son procès, en fait que cette vie commune puisse être, n'est-ce pas, une réalité durable. Très bien. Donc, de ce fait, par rapport à ces deux pensées, que ce soit Jean-Jacques Rousseau ou bien Thomas Hobbes, il y a l'idée de penser qu'est-ce que c'est la liberté. Oui, si tu veux. Oui. Donc, comment on peut définir par rapport dans une société ou bien par rapport à son sens originel, qu'est-ce que c'est la liberté? Oui, vous savez, la liberté, M. Ndiaye, c'est un terme en tout cas très complexe. Pourquoi je le dis? C'est parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle de liberté civile, liberté religieuse, voilà, liberté culturelle, liberté ethnique. Bref, la liberté est employée dans des contextes différents qui font que, n'est-ce pas, il est presque impossible de dire ce qu'est en réalité la liberté. Bon, je ne t'enseigne rien, en tout cas de la formule de Paul Valéry, disant que la liberté est un de ces détestables mots, n'est-ce pas, qui ont plus de valeur que de sens, qui sentent plus qu'ils ne parlent, pour nous faire comprendre que comment la liberté est, comment dirais-je, difficile à cerner. Voilà. Raison pour laquelle nous allons étudier sous 2 ans. Nous allons étudier la liberté métaphysique et la liberté dans la vie commune, comme tu viens de le dire tout à l'heure. La liberté métaphysique, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la liberté métaphysique développe l'idée selon laquelle que l'homme est non seulement libre, mais la liberté de l'homme, elle est illimitée. C'est une liberté absolue, n'est-ce pas? Ceci est le point de vue de quelqu'un comme Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre pense que la liberté de l'homme, elle est illimitée, que la liberté de l'homme, elle est, n'est-ce pas, absolue. Pourquoi il le dit? C'est parce que l'homme n'est pas une créature, ni un objet créé, comme le prétendent beaucoup de personnes. C'est la raison pour laquelle il nous dit que l'existence précède l'essence. Pourquoi il le dit? C'est parce que si l'homme n'est pas une créature, c'est qu'il n'a pas, n'est-ce pas, été conçu, n'est-ce pas, dans l'idée d'un créateur, n'est-ce pas? Donc si l'homme, n'est-ce pas, n'a pas été conçu dans l'idée d'un créateur, c'est que l'homme n'est pas une créature. L'homme, c'est ce que l'être se fait lui-même, n'est-ce pas? Donc pour un Sartre, l'homme n'est pas créé. Et qu'est-ce que cela implique? Si l'homme n'est pas créé selon Sartre, c'est que l'homme vit dans un monde où il n'y a pas de Dieu. Raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il dit? C'est que l'homme porte, n'est-ce pas, sur ses épaules l'entière responsabilité de sa vie. Pourquoi? C'est parce qu'il vit dans un monde où il n'y a pas de Dieu. Et je l'ai dit tantôt, pourquoi il le dit? C'est parce que pour Sartre, l'homme n'est pas une créature ni un objet inventé ou bien créé. Et vous êtes d'accord avec moi que l'artiste, avant de matérialiser son œuvre, il avait son œuvre dans son esprit. Voilà l'essence de l'objet. Maintenant, si l'artiste matérialise son objet, n'est-ce pas, l'idée devient maintenant matérielle. Donc, en ce sens, l'idée de son objet a précédé l'existence de l'objet. Or, pour Sartre, l'homme n'est pas créé comme l'objet. L'homme n'est pas une créature. Et si l'homme n'est pas une créature, c'est parce qu'il n'a pas été conçu.
C'est en ce sens qu'il faut comprendre que l'existence, c'est ça, précède l'essence. Voilà la première, n'est-ce pas, Liberté. position, n'est-ce pas, de la liberté qui parle un peu sur la liberté Métaphysique, oui. Mais la seconde conteste la première, disant que non, l'homme est une créature. Il a été inventé, il a été créé par un Dieu. Et non seulement il a été créé par un Dieu, mais la liberté de l'homme, elle est limitée. Elle n'est pas infinie comme le prétend, n'est-ce pas, Sartre. Pourquoi? Parce que si l'homme est une créature, et de surcroît un homme social, ça veut dire quoi? C'est que tous les déterminismes de son environnement agissent sur sa personne, n'est-ce pas? Le déterminisme de l'inconscient, le déterminisme, de l'état que nous parlions, n'est-ce pas, tout à l'heure, le déterminisme, en tout cas, de la société. Bref, toutes les façons, en tout cas, de déterminisme agissent, n'est-ce pas, sur la vie de l'homme. Au point que l'homme ne peut pas se proclamer de liberté infinie. Voilà donc la première, n'est-ce pas, la seconde perspective, disant que même si l'homme est libre, sa liberté, elle n'est pas infinie, elle n'est pas absolue. L'homme a une parcelle de liberté sur sa propre vie. Comme le dit la citation, ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. Donc si on conçoit l'homme dans une société institutionnalisée comme l'État, donc on peut définir que la liberté de l'homme, c'est quoi? C'est le respect par rapport aux lois. Et il y a certains auteurs aussi qui proclament que la liberté, c'est le respect aux lois de la nature. Donc qu'est-ce qui fait ces deux différences? Oui, vous savez, beaucoup pensent qu'obéir est contraire à la liberté. Or, Jean-Jacques Rousseau nous fait comprendre que l'obéissance peut être une liberté, dans la mesure où si l'homme obéit à ses propres lois. Vous n'êtes pas sans savoir que si nous vivons en société, et que ce sont les sociétés, et que c'est la société qui, en tout cas, qui vote des lois, et si le citoyen, obéit à ces lois-là, Jean-Jacques Rousseau nous fait comprendre qu'il est dans une parfaite liberté. Pourquoi? C'est parce qu'il obéit, n'est-ce pas, aux lois qu'il a lui-même votées. Mais l'obéissance devient une certitude dans la mesure où l'on obéit, n'est-ce pas, par contrainte. Vous n'êtes pas sans savoir que quand un agresseur nous pointe un pistolet en nous demandant notre affaire ou bien notre portable, là, si on obéit par servitude. Pourquoi? C'est parce que le pistolet qu'il porte entre ses mains est une force. Une force par rapport aux forces, très bien. Donc, l'homme ne devient pas plus libre s'il y a une contrainte. Voilà. Ok. Très bien. Donc, je pense que vous avez absolument rédigé ou bien expliqué qu'est-ce que l'état de la nature et la liberté métaphysique ou bien et la liberté dans le cadre de l'état. Donc, de ce fait qu'il nous reste beaucoup plus de temps, on va essayer de parler ou bien d'analyser la nature et la culture. Nature et culture. Oui, vous savez, on appelle nature tout ce que l'homme n'a pas créé. C'est-à-dire tout ce qui est naturel. Tout ce que l'homme a trouvé sur place. N'est-ce pas? Tout ce qui n'émane pas du génie créateur de l'homme. Mais à ce point aussi, il faut distinguer deux types de nature. C'est-à-dire la nature extérieure et la nature intérieure. Quand nous parlons de la nature extérieure, nous voulons parler de l'environnement où l'homme évolue. Mais la nature extérieure, c'est ce qui fait la différence de l'homme, n'est-ce pas? C'est, qu'on peut dire, n'est-ce pas, la teinture biologique, n'est-ce pas, qui fait la particularité, n'est-ce pas, des hommes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la nature intérieure. Donc par nature, il faut entendre tout ce qui n'est pas créé, tout ce qui n'émane pas du génie créateur de l'homme. Voilà. Et la culture? Donc la culture, ça serait le contraire. La culture donc n'est rien d'autre que tout ce qui émane du génie créateur de l'homme, c'est-à-dire l'ajout, n'est-ce pas, l'ajout que l'homme a, n'est-ce pas, ajouté à la nature, ce qu'on appelle la culture. Ce qui fait que l'homme maintenant devient, n'est-ce pas, un être à mi-chemin entre la nature et la culture, c'est-à-dire un être qui a non seulement le règne de la nature, mais en tout cas le règne aussi de la culture, c'est-à-dire un être mixte. Ok, très bien. Donc, M. Biaye, donc il nous reste pas beaucoup, il nous reste presque 2 minutes. Donc, on va vous laisser les derniers mots. Oui, merci M. Ndiaye. Je sais que je suis très content de revenir encore, n'est-ce pas,
dans les locaux de Folie TV. Voilà, parce que c'est un plaisir pour nous de parler de la philosophie. Mais je ne peux pas aussi ne pas remercier les amis et les internautes qui nous suivent, n'est-ce pas, depuis les réseaux sociaux, n'est-ce pas, qui font aussi beaucoup d'efforts de commenter et d'aimer en tout cas nos vidéos. Nous leur disons aussi merci. Merci beaucoup. Voilà. Et nous vous remercions aussi de votre confiance, n'est-ce pas, à notre endroit. Ok, merci beaucoup. Donc, on est au terme de notre émission Les Belles Idées. C'est ça, Les Belles Idées. Donc, c'est une émission qui amène de l'innovation, une émission qui amène tout, qui traite tous les thèmes, que ce soit politique, économique, éducation, environnementale et de l'entrepreneuriat. Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.